Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 60 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes le jeudi 24 octobre et il est 9h10 à l'heure où nous commençons cet enregistrement. Pour ce premier rendez-vous du jeudi, comme vous le savez, à partir de cette semaine, on se verra tous les lundis et tous les jeudis. Notez bien, lundi, jeudi pour vos deux rendez-vous hebdomadaires de Veille Stratégique. Alors pour ce bulletin numéro 60, on a une actualité qui, non seulement parce qu'on n'a pas fait de bulletin ce lundi, s'est accumulée, mais qui est aussi extrêmement dense, vous allez le voir. On va traiter de 4 sujets aujourd'hui, on passe de 3 à 4. On va faire un petit détour rapidement sur les élections américaines et je pense qu'à chaque bulletin désormais on commencera par le point sur la situation autour de la campagne des présidentielles aux États-Unis. On parlera dans un deuxième temps du sommet des BRICS, bien sûr, à Kazan. Ensuite, le front ukrainien et on terminera par la situation au Proche-Orient. Alors en ce qui concerne les élections américaines, on a eu le droit à une séquence que Guy Debord aurait adoré commenter, j'en suis certain, en termes de spectacle, puisqu'on a eu d'abord Donald Trump qui s'est donné en spectacle dans un McDonald's pour dire voilà, Kamala Harris vous a menti, elle a jamais été employée là-bas quand elle était plus jeune, quand elle aurait pu y faire un petit job d'été ou un petit job étudiant pour payer ses études, alors que moi, Donald Trump, ancien président des États-Unis, je me mets au service de mes concitoyens et je peux faire des frites, servir les gens au drive, etc. Bon, enfin, vu le niveau où est la politique en Occident et en Europe dans certains cas, je pense que d'ici une dizaine d'années, on verra aussi ça chez nous. Faut pas faire les fiers. Ça donne le là de ce qu'est devenu la politique américaine depuis bien des années. Faut pas faire les surpris. C'est la descente aux enfers de la société du spectacle dont parlait tant et si bien Guy Debord. Et puis voilà. Donc là, ça a été donc la première séquence, ça a été Trump. La seconde, ça a été Obama qui est venu au secours de la défaite, puisque lui, il est venu soutenir Kamala Harris qui n'en peut plus de se faire interviewer, de se faire piéger entre guillemets par les journalistes, parce qu'on lui pose des questions, mais finalement, on se demande comment un personnage qui est censé être le vice-président des États-Unis est incapable d'y répondre avec clarté et avec un minimum de discernement. Donc Obama, lui, il s'est donné en spectacle, là encore, au cours d'un meeting avec Eminem. Alors là, voilà, alors le rap, quand on sait ce qu'est devenu la ville de Détroit dont est originaire Eminem, et enfin, je sais pas quel est le niveau de conscience et d'histoire politique de ces gens-là, mais enfin bon, bref, voilà, on a la réponse, un spectacle à donner en réponse au spectacle de Trump. Alors que, en ce qui concerne les sondages, les derniers parus encore cette nuit, au niveau de ce que donnent ces sondages, alors vous savez très bien, je vous les fournis, c'est pas parce que j'y crois moi-même, on est bien d'accord là-dessus, je n'y prête qu'une attention relative, je vous les fournis parce que ça fait partie des informations qu'on doit partager ensemble, et parce que des fois la façon dont on nous présente les sondages nous dit quelque chose du fond. Donc là aujourd'hui Trump serait à 47% d'intention de vote, Kamala Harris 45%, qui reste donc comme d'habitude, on l'avait dit, entre 2, 5, 6, ça dépend des analystes, pourcent de la population qui ne sait pas pour qui elle va voter, même encore aujourd'hui, alors que nous sommes maintenant à 15 jours de l'échéance. Le 5 novembre approche à grands pas, que certains votes anticipés ont déjà eu lieu. Donc on se dit, bon, les gens restent indécis, ou alors il reste bien sûr aussi tous ceux qui se disent bonnet blanc, blanc bonnet, tous ces gens-là ne changeront rien à notre destin. Voilà, donc on se garde bien de donner
nos éventuelles intentions de vote, parce que vraisemblablement on n'ira pas voter, ou on ne veut pas dire pour qui on veut voter, dans le cas par exemple peut-être d'électeurs de Trump. Je ne sais pas si aux États-Unis ils sont frappés, comme ça a été le cas un temps ici pour les électeurs du Front National puis du Rassemblement National, par l'idée de ne pas dire pour qui ils voteraient. J'en doute, parce que je pense qu'aujourd'hui les gens qui sont pour Trump n'hésitent pas à s'afficher pour Trump. Donc voilà. Et toujours dans le spectaculaire, pour finir cette petite évocation de la situation au niveau des élections américaines, hier, Kamala Harris a traité Donald Trump de fasciste. Alors là, voilà, le point Godwin, c'est fini. Hitler ante portas. S'il est élu, on a encore eu des articles de presse ici nous disant que s'il était élu, c'est lui qui reconnaîtrait pas le résultat des votes. Ah bah bien sûr, puisque la dernière fois c'était les autres, alors là ce sera lui. Les gens qui disent ça savent très bien de quoi ils parlent, puisque la dernière fois ils ont tout fait pour qu'il ne soit pas réélu. Donc à commencer par des fraudes électorales à grande échelle, dont on n'est pas non plus garantie qu'elle n'ait pas à nouveau lieu cette fois-ci. Les élections américaines, on le sait très bien, on avait déjà nous historiens, des informations très importantes par rapport à l'élection de Kennedy en 60, où on sait qu'il y a eu des bourrages d'urnes grâce au soutien d'une certaine partie de la mafia. Enfin voilà, donc l'élection américaine est probablement la chose la plus spectaculaire. Mais derrière, on sait bien que d'autres forces sont à l'œuvre pour tirer les ficelles et pour nous proposer un vainqueur à la fin. On l'avait vu bien sûr aussi avec les élections en 2000 et l'élection complètement folle au bout d'un recomptage complètement fou en faveur de George W. Bush. Voilà ce qu'on pouvait dire de la situation au niveau des élections américaines. Alors on va maintenant passer au sommet des BRICS. Alors le sommet des BRICS s'achève aujourd'hui, on verra les déclarations communes qui seront, la déclaration commune qui sera signée par tous les participants. On notera que au menu, on a vu, alors je vais pas tout résumer parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors un des points essentiels, c'est l'idée donc d'avoir une monnaie, non pas une monnaie comme l'euro au sein d'une fédération, d'une confédération, mais d'avoir une monnaie d'usage d'échange entre les différents membres des BRICS. Donc ça veut dire que chaque membre des BRICS va conserver sa monnaie, le rouble, la roupie pour l'Inde, etc. Mais on va avoir une monnaie commune, et non pas une monnaie unique, mais une monnaie commune pour échanger entre tous ces États membres des BRICS, pour ne plus avoir, bien sûr, à s'attacher, je vais le dire comme ça, s'attacher au dollar et à tout ce que ça signifie par rapport à la dépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique et de leur politique extérieure. Voilà, ça voudra dire maintenant, écoutez, vous pourrez plus faire pression sur nous parce qu'on aura fait des échanges, par exemple avec l'Iran que vous avez classé comme État, comme rock state, et que si vous faites des affaires avec l'Iran, il y a une cour en dollars, il y a une cour américaine de justice qui viendra flinguer votre entreprise ou votre banque. Tout ça est visé par la création de cette monnaie commune pour disparaître du paysage politique entre tous ces États-là qui représentent presque à eux tout seuls un tiers de l'humanité, entre la population chinoise, la population indienne, la population d'une partie donc de l'Afrique ou du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, ou d'Amérique latine quand on pense au Venezuela. Ces gens-là disent terminer l'hégémon du dollar, terminer la domination américaine à travers l'hégémon du dollar, et donc on fera ce qu'on veut entre nous, et on a assez d'affaires potentielles à signer entre nous, entre ce que la Russie en termes de matières premières, ou l'Afrique du Sud, ou le Venezuela avec son pétrole, ou des pays du Moyen-Orient peuvent échanger, ou l'Iran bien évidemment avec son pétrole également peuvent échanger entre eux, ou le Brésil, j'allais oublier bien sûr le Brésil.
Bon, ben voilà, ces gens-là n'ont pas besoin ne veulent plus avoir besoin d'en référer à Washington avant de faire des affaires ensemble, et donc veulent pouvoir continuer. Alors ça ne veut pas dire qu'ils feront pas des affaires en dollars si c'est nécessaire dans certains secteurs de l'économie, mais ça veut dire que dans d'autres, ils refuseront que les Américains, à travers leur monnaie, leur dictent leur politique étrangère, voire leur politique intérieure, ce qui, en termes d'indépendance et d'équilibre du monde est bien évidemment quelque chose que nous devons accueillir favorablement. Plus le monde sera multipolaire, mieux il se portera parce que il sera équilibré. L'idée d'avoir des puissances impériales qui dominent la planète entière ou des pans entiers de la planète, comme on l'a vu au 19e et au début du 20e siècle, ou comme on avait vu aussi une partie du 18e siècle nous l'annoncer. On n'en veut plus de ces choses-là. Ce qu'on veut, c'est des États souverains qui font des affaires ensemble, qui font des échanges ensemble, afin de faciliter la prospérité, à la fois bien sûr de leurs entreprises, de leur secteur d'affaires, mais surtout bien sûr de leur population. Voilà, et de voir le niveau de vie de leur population augmenter. On l'a vu notamment avec la Russie. Ces dernières années, on a vu que le niveau de vie moyen avait augmenté grâce au développement de l'industrie, de l'économie russe, malgré les sanctions. Je vous renvoie d'ailleurs pour tous les aspects économiques autour des BRICS. Vous allez sur le fil Russe-Europe de Jacques Sapir. Vous avez là des informations d'un niveau, si c'est l'aspect économique qui vous intéresse, vous avez des informations, on peut pas trouver mieux en langue française sur cet aspect-là. Je vous invite aussi à suivre la chaîne de l'ami Georgi Kuzmanovic, puisqu'il est là-bas à Kazan, et qui suit les débats. Il a interviewé beaucoup de gens autour des questions économiques, des francophones, des Russes francophones autour de ces questions. Je vous invite à aller. Je suis désolé auprès de lui par avance, j'ai plus en tête le nom de sa chaîne, mais vous tapez Georgi Kuzmanovic Kazan sur YouTube, vous allez retrouver ça assez facilement. Alors, l'autre grand point fort sur le plan diplomatique, c'est qu'on a vu des discussions importantes entre le gouvernement chinois et le gouvernement indien pour tenter de régler les problèmes frontaliers qui tiraillent les deux pays depuis plusieurs années. Donc ça aussi, c'est une grande réussite pour Vladimir Poutine, c'est d'avoir réussi à les mettre autour d'une table pour discuter d'un règlement des problèmes frontaliers, notamment dans la région du Ladakh. Donc là encore, ça grandit. Alors tout le monde a dit oui, Kazan c'est la vitrine, c'est le show Poutine. Oui, bien sûr, il accueille, je vous le dis, quasiment les représentants d'un tiers de la population mondiale. Donc automatiquement, c'est à son bénéfice. Et là, en plus, il a la capacité de mettre côte à côte ou face à face deux États gigantesques, la Chine et l'Inde, pour qu'ils tentent de régler ce différend, parce que il n'y a aucune raison que ce différend s'éternise. Les deux États peuvent trouver un règlement pacifique aux questions frontalières, de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus de tension entre ces deux membres des BRICS, ces deux membres clés à l'intérieur des BRICS. Alors on notera aussi qu'il a offert une place à Mahmoud Abbas, donc le patron de l'autorité palestinienne, qu'on a vu également des représentants du Hamas, donc de bureau politique, qui étaient présents pour essayer de discuter avec la Russie et peut-être d'autres puissances, je l'imagine notamment l'Iran en sous-main, pour trouver une issue à ce qui se passe au Proche-Orient. On a remarqué également la présence de Maduro, donc le président vénézuélien, malgré toutes les contestations qu'il y a. Maduro était présent avec une délégation très importante, avec un nombre important de ministres de son gouvernement. Donc c'est une légitimation, cette présence de son élection, fût-elle encore contestable ou contestée, à vous de voir. Donc on voit que avant même, on verra en fin de journée aujourd'hui quelle est la déclaration commune qui est adoptée. Ce sommet est vraiment, alors je vais pas dire historique, mais presque, parce que si tout le monde s'entend sur la création de cette monnaie commune d'échange entre les membres,
au détriment du dollar, ça va faire date dans l'histoire, bien évidemment, de tous ces États et de l'histoire du monde. Alors, on a vu Poutine dire tout le bien qu'il pensait des échanges entre la Russie et le Venezuela et la position du Venezuela à l'égard de la Russie. On a vu Poutine en faire autant avec la Turquie, et on va y revenir dans quelques instants par rapport à ce qui s'est passé hier à Ankara. Et donc, on a vu que il était toujours en capacité, même si là on n'a pas d'informations particulières, de mettre donc des gens autour de la table pour tenter de régler le problème au Proche-Orient, y compris en invitant des représentants du Hamas. C'est pas la première fois qu'ils sont invités en Russie depuis le 7 octobre. On sait qu'il y a eu plusieurs fois des délégations de représentants du Hamas qui sont allés à Moscou pour tenter de trouver une sortie de crise par rapport à ce qui se passe maintenant depuis, ça va faire un an que les troupes israéliennes sont rentrées à Gaza pour mettre fin à tout ça, pour sauver ce qui peut encore être sauvé de la population gazaoui. Voilà. Alors, en marge de tout ça, on a vu, par rapport à la Turquie, Erdogan venir dire voilà, nous Turcs, on a beau être membre de l'OTAN, on a beau faire des affaires avec l'Ukraine en lui fournissant des drones dans sa guerre contre la Russie, eh bien nous on veut rentrer dans les BRICS, et donc on a vu Poutine malgré tout ça accueillir Erdogan sans problème au sommet, faire des déclarations communes sur les liens économiques très importants qui existent entre la Turquie et la Russie, et voir semble-t-il d'un œil favorable cette candidature. Alors, il n'y a pas que la Russie qui décide, bien évidemment, on verra ce que ça donne dans le temps, est-ce que cette candidature sera acceptée, mais au hasard du calendrier, alors que donc Erdogan était à ce sommet, hier, dans l'après-midi, on a eu une attaque terroriste donc à Ankara, contre un centre qui s'occupe de tout ce qui est aérospatial au niveau turc. Alors on est à un bilan maintenant semble-t-il de 5 morts et 14 blessés. Donc le gouvernement turc bien évidemment pointe le PKK, donc les indépendantistes kurdes turcs du doigt en disant c'est eux qui sont responsables de cette attaque. Et il y a eu une prise d'otage, je vous renvoie à Veille Stratégique, hier on a publié, même pas une heure après le début de cette attaque terroriste, on a publié un papier pour faire le point sur cette question. On a remarqué d'ailleurs dans les informations, moi j'ai regardé comme d'habitude, vous le savez, LCU, LCI hier soir, il n'y avait pas un mot sur ce qui s'était passé à Ankara dans le journal. Ça n'a pas existé, selon la formule de Ed Turner, là, le patron fondateur de CNN. Si on n'en a pas parlé, c'est que ça n'a pas eu lieu. Voilà. Donc on se demande s'il n'y a pas un lien de causalité. Bon, alors Erdogan, vous êtes bien sûr que vous voulez adhérer aux BRICS parce qu'on peut lâcher les chiens et créer des situations d'instabilité au sein de votre pays si vous rentrez pas dans le rang, ou alors c'est une action désespérée. On verra ce que l'enquête nous dira. C'est très compliqué de savoir parce que la Turquie et ses services de sécurité sont pas les gens les plus bavards et les informations qui filtrent sont pas très nombreuses. Mais en tout cas, on notera la concomitance entre la présence et la demande d'adhésion de la Turquie aux BRICS et cette attaque terroriste sur un centre névralgique. C'est un peu comme si on avait attaqué les locaux d'Assaut Aviation, pas les locaux financiers, mais les locaux en termes de recherche et développement. Donc voilà, symboliquement c'est très fort et ça a tué des gens. Donc c'est quand même pas une affaire à prendre par-dessus la jambe. Et on s'interroge sur cette concomitance du calendrier entre cette attaque et la présence d'Erdogan aux BRICS. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite donc, pour tous ceux qui sont férus d'économie ou qui s'intéressent à l'économie, Russe Europe sur X, le compte de Jacques Sapir, et les vidéos de George Kuzmanovic sur YouTube à propos de tous ces aspects-là. Vous verrez, c'est très 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 complet et bien plus précis que ce que moi-même, qui ne suis pas économiste, pourrais vous dire. Alors avant de passer aux deux autres points, encore une fois, on vous remercie pour votre fidélité.
On vous remercie pour les commentaires toujours très nombreux sous les vidéos, les questions que vous pouvez nous poser. On essaye d'y répondre, vous le savez, dans les meilleurs délais. Si on n'y répond pas, parce que des fois vous posez des questions à rallonge, on essaye de le faire ensuite à travers les vidéos. Merci de les partager, hein. On vous supplie de les partager, c'est juste pour faire remonter notre visibilité, hein. C'est tout, on n'est pas là à attendre la main pour comme des mendiants, on essaye juste de faire comprendre aux gens que le partage est la source de la visibilité la plus importante, puisque de l'autre côté, vous êtes nombreux à nous dire mais comment que ça se fait que malgré la qualité de vos informations, vous n'avez pas plus d'abonnés. Voilà, il faudrait équilibrer entre les différentes interrogations autour de cette question-là. Merci à ceux qui se sont abonnés sur Patreon, hein, vous pouvez y voir, on essaye, on vous l'a dit, de mettre un article, la traduction d'un article par jour, pendant la semaine, hein, donc 5 articles par semaine autour de l'actualité des forces armées, des conflits en cours, etc., autour des nouveaux matériels, puisque parmi les questions qu'on nous pose sous les vidéos, il y a beaucoup de questions sur l'apparition de tel ou tel matériel. Donc si vous souhaitez avoir accès à ces articles-là, ou des vidéos qu'on n'a pas la possibilité à cause de la censure de passer sur YouTube, on l'a fait encore hier soir, vous avez eu une nouvelle vidéo d'une embuscade des brigades Al-Qassam à Gaza contre une colonne du génie israélien. Voilà. Et on va probablement la semaine prochaine pouvoir vous annoncer la date d'une conférence, d'une visioconférence entre ceux qui sont donc abonnés Patreon et ma petite personne à la mi-novembre, hein. On travaille sur la date, vous inquiétez pas, pour qu'il y ait le plus de gens qui soient en capacité d'assister à cette conférence parmi les abonnés. Et puis on remercie tous ceux qui font des dons ponctuels sur PayPal, parce que là encore, ça nous aide par rapport à l'achat de matériel informatique, hein, notamment les disques durs amovibles pour stocker toutes nos données, et puis les abonnements au site internet d'information. Voilà, alors maintenant on va passer au front ukrainien. Alors, avant de passer au front militaire lui-même et en étendant la question de l'Ukraine à son voisinage immédiat, on doit bien évidemment parler de comment dire, là encore on est dans le spectacle, hein, Guy Debord est avec nous aujourd'hui, de ce qui s'est passé avec le référendum en Moldavie par rapport à l'adhésion à l'Union européenne. Alors comme vous l'avez peut-être suivi, jusqu'à la fin de la journée de dimanche, on était sur une victoire du non, d'une courte tête, même lundi matin, et puis d'un seul coup, les votes se sont inversés, grâce, semble-t-il, au dépouillement des votes des expatriés, notamment ceux qui sont dans les pays occidentaux, pays européens, à des membres de l'OTAN, etc., et d'un seul coup, d'une courte tête, c'est le oui qui l'a emporté. Alors que, le temps que cette opération de dépouillement s'effectue ou soit rendue publique, on avait la patronne moldave qui nous disait ah bah oui, mais alors ce résultat, donc la victoire du non, est une attaque contre la démocratie, parce que bien sûr le peuple, comme en 2005 en France, avaient mal voté, hein. Les mauvais Moldaves avaient mal voté, ils avaient voté pour ne pas entrer dans l'UE. Oui, c'est vrai que l'UE, elle est tellement attirante, hein, elle fait tellement rêver la terre entière, que les braves Moldaves, ils se sont dit non, on va peut-être pas rentrer dans ce machin-là, pour reprendre la terminologie du général de Gaulle, on va peut-être rester indépendant. Alors qu'on est déjà quand même fortement sous tutelle américaine, mais au moins symboliquement, on va pas rentrer dans l'Union européenne. Et là, miracle, dépouillement des votes des expatriés qui refait passer de quelques milliers de voix ou dizaines de milliers de voix le oui devant. On a vu des scènes devant les légations moldaves, notamment en Russie, où les gens n'avaient pas pu voter. Donc on se dit, ah bah, comme par hasard, les expatriés d'Europe de l'Ouest, des États-Unis auraient fait basculer le référendum en faveur du oui, alors que des expatriés qui sont sur le territoire de la Fédération de Russie et qui donc vraisemblablement allaient voter non, eux n'ont pas pu voter. Donc le soupçon d'un trucage, d'un bourrage d'urne, là encore, pèse énormément sur ce référendum.
et en donne bien évidemment, alors donne un spectacle lamentable bien sûr sur la façon dont le gouvernement moldave se comporte. Et puis, bien sûr, sur la façon dont l'UE, les États-Unis ont dû orchestrer tout ça et faire pression pour que, in fine, ce soit le oui qui, même d'une courte tête, l'emporte. On verra ce que ça va donner par rapport à la façon dont la Transnistrie, hein, vous savez, cette province séparatiste russophone va vivre cette situation, et comment on va encore essayer d'instrumentaliser ou non la Moldavie pour étirer la Russie et la contraindre à poursuivre éventuellement d'autres guerres à l'avenir. Alors il faut signaler, avant de passer aux opérations militaires, qu'il faudra être très attentif à ce qui se passe en Géorgie, puisque là il y a les élections législatives qui se préparent et qu'on voit les prémices d'une révolution de couleur, la énième révolution de couleur, se mettre en place pour, encore une fois, tenter de faire basculer. Ça fait un moment que les Occidentaux, américains en tête, tentent de mettre la Géorgie dans leur camp. Ça n'a pas fonctionné en début d'année. On va voir si cette fois-ci ils vont parvenir à leur fin ou pas. Dernier point avant le front, il y a beaucoup de choses autour de la guerre en Ukraine. La rumeur sur la présence des soldats nord-coréens dans l'armée, aux côtés de l'armée russe sur le front. Alors bien évidemment, on est dans quelque chose qui, enfin, c'est de la fantaisie, c'est complètement dingue. Alors, c'est pas si dingue que ça, dans le sens qu'on sait que c'est probablement une idée qui a été lancée par la Rand Corporation, ce think tank américain qui est très proche du Pentagone depuis plusieurs décennies, qui pour dire voilà, vous comprenez, si demain il faut resserrer les rangs, faut qu'on comprenne qu'il y a un axe, Moscou, Pékin, Téhéran et Pyongyang. Donc pour justifier ce narratif-là qui est complètement fou, je veux dire, déjà l'axe en 1939-1940, effectivement, que l'Italie et l'Allemagne soient des membres qui coopéraient ensemble contre les intérêts du reste de l'Europe, oui. Le Japon, on sait très bien, les historiens spécialistes comme moi de la Seconde Guerre mondiale le savent, même s'il y avait une alliance de facto, donc cet axe entre donc Berlin, Rome et Tokyo, la façon dont les choses s'étaient mises en coordination avec Tokyo était quasiment nulle. Nulle. On l'a vu d'ailleurs au moment de l'invasion de l'Union soviétique par l'armée allemande. Tokyo, qui avait pris une bonne gifle en 1939 en Mandchourie, a dit non, nous on a signé un pacte avec les Russes, on n'y va pas. Donc la coordination et la coopération déjà de cet axe-là à l'échelle planétaire était très limitée, et aujourd'hui, on vient de le redire pour les BRICS, et je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, les BRICS, c'est pas l'OTAN. Les BRICS, c'est pas une alliance rigide avec un État puissant qui dicte sa loi à tous les autres. C'est une espèce de club, comme disent certains, où on fait des affaires ensemble, où on essaye de faire des coopérations économiques et techniques et scientifiques, mais où il y en a pas un qui domine les autres et qui dicte sa loi aux autres. Donc pour faire croire aux Occidentaux un peu naïfs qu'il existerait quelque chose de cette nature, quoi de mieux que de dire que des Nord-Coréens vont servir dans l'armée, aux côtés de l'armée russe. On parle de 10 000 hommes, on parle même d'aviateurs avec leurs appareils, alors que, il faut être clair, si vous voulez demain qu'il y ait une armée qui coopère avec une autre, déjà on l'a vu du côté ukrainien avec la formation de leurs pilotes, vous avez intérêt à ce que tout le monde parle la même langue. C'est pour ça que tous les gens qui font partie de l'OTAN, que ce soit des Français, des Allemands, des Néerlandais, des Espagnols, des Portugais, sont tous, je vais pas dire bilingues, mais enfin connaissent tous un anglais de travail pour pouvoir se coordonner ensemble avec la supervision américaine. Si vous parlez pas la même langue, c'est pas possible. Donc là, comment voulez-vous introduire des forces qui, en plus, donc là, le Nord-Coréen, il n'y a aucune base commune avec le Russe, il n'y a même pas une proximité linguistique. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent coopérer sous une direction commune de l'armée russe pour opérer tranquillement et efficacement? C'est tout à fait délirant. S'il y a une armée qui est capable de faire ça aujourd'hui, pas en termes de force, mais en termes justement linguistiques et de se coordonner facilement avec l'armée russe, c'est l'armée biélorusse. Et c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Et jusqu'à preuve du contraire,
la Biélorussie va pas demain matin, en tout cas, rentrer en guerre avec l'Ukraine. Hein. Elle est restée dans une neutralité floue, puisqu'elle a quand même permis aux Russes de partir de son territoire pour pénétrer en Ukraine en février 2022. Mais c'est tout, c'est tout. Donc là, c'est complètement stupide. C'est-à-dire que les gens qui répandent ces rumeurs nous prennent pour des idiots finis. Voilà. Donc tout ça, encore une fois, c'est du spectacle pour faire parler, et il n'y a aucune base derrière. Qu'il y ait éventuellement des travailleurs nord-coréens, puisque j'en parlais l'autre jour, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui vient des pays d'Asie pour combler les problèmes que rencontre la Russie au niveau de son développement économique actuel. Oui, comme il y a des travailleurs vietnamiens ou autres, mais que on ait des soldats et 10 000 hommes en plus qui soient coordonnés avec l'armée russe pour attaquer sur le front en Ukraine, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Alors on va passer à la situation sur le terrain avec les cartes. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur 5 secteurs en particulier, toujours le secteur de Soumy Kourtsk au nord. Ensuite, on retournera sur celui de Kupiansk. On ira à Chassov-Yar, hein, parce que Chassov-Yar, il y a des développements qui sont très intéressants à constater. Du côté, bien sûr, de Pokrovsk, où nous vous le rappelons, nous considérons que les Russes mènent leur effort principal. Et puis ensuite, la grande zone, alors on a marqué Ougledar, hein, mais c'est la grande zone du sud Donetsk, à laquelle on s'intéressera pour voir là encore les progrès que peut faire l'armée russe dans ce secteur. Donc on va commencer par Soumy, donc on a baptisé désormais le secteur Soudja, hein, puisque donc Soudja est encadré là dans ce rectangle bleu, vous le voyez, c'est vraiment l'endroit clé où se trouve toute la logistique du saillant dit de Soudja pour l'armée ukrainienne. On vous a remis la R200 en turquoise depuis Soumy, hein, pour que vous puissiez bien voir quel risque pèse sur cette route à partir du moment où on est en territoire russe. Et les flèches, donc, sont toutes des flèches pleines, ce qui signifie que ce sont des attaques constatées par différents canaux d'information au site et qui ont permis des progrès, hein, puisqu'elles sont en rouge, de l'armée russe. Vous voyez que peu à peu, alors on ne rezoome pas parce qu'on va pas rentrer dans des analyses micro-tactiques, hein, c'est pas très intéressant pour la majorité du public, mais on voit que l'armée ukrainienne est de plus en plus compressée. Tout au nord, à côté du A de Soudja, on l'avait dit, il y a une poche qui peut se former assez rapidement. On en voit encore une seconde qui peut également se former au nord de Tcherkaskoe. Et bien évidemment, il y a la grande poche autour de Soudja même, avec des attaques de part et d'autre du saillant à l'est et à l'ouest, hein, Sverdlikovo à l'ouest et Plekovo à l'est, où les Russes continuent, malgré une météo qui se dégrade un petit peu, mais on n'est pas encore dans des champs complètement trempés d'eau et donc avec la fameuse Rasputitsa, donc les opérations ne sont pas forcément ralenties. On a encore appris que de nouvelles contre-attaques ukrainiennes locales avaient eu lieu sans qu'elles puissent aboutir, puisqu'elles sont écrasées littéralement par les feux de l'artillerie russe et de l'aviation russe dans tous ces secteurs. Et il n'y a aucun signe pour le moment de repli ukrainien au-delà de la frontière pour éviter ce fameux encerclement. En étant sur le secteur de Sverdlikovo, donc à l'ouest, hein, on a quelques 5-6 kilomètres maximum à vol d'oiseau qui séparent les Russes, hein, de la R200. Ça fait un moment que ça dure. Et on a des combats très intenses pour la prise de ce village, parce que si ce village tombe, là, on va avoir de très 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 gros problèmes pour l'armée ukrainienne pour continuer d'approvisionner Soudja, et donc ensuite depuis Soudja d'approvisionner les unités qui sont directement sur le front. Voilà. Et donc on ne comprend toujours pas, sinon comme on l'avait dit sur GPTV avec Nicolas Stocker la semaine dernière, sinon pour tenir d'un point de vue spectaculaire, d'un point de vue informationnel jusqu'au 5 novembre. Mais j'ai des doutes sur le fait que dans les 15 jours qui viennent, les Russes, eux, n'aient pas envie de mettre un petit coup d'épaule dans ce secteur pour rendre la situation encore plus difficile pour les forces ukrainiennes qui tiennent ce saillant depuis maintenant le 6 août dernier.
Alors, ensuite, on va aller dans la zone de Kupiansk. Alors, Kupiansk, eh bien voilà, c'est quasiment fait. On a le groupement ukrainien qui se trouvait, donc je vous ai remis l'Oskol en bleu, hein, la rivière qui coupe la zone de combat en deux depuis Kupiansk. Vous avez désormais deux poches. Hein. Les Russes ont quasiment atteint les rives de l'Oskol. Ils sont à quelques centaines de mètres maintenant. C'est autour de... C'est le village qui est ici. On voit plus le nom. Bon, vous voyez la pointe de la flèche la deuxième flèche en partant du haut russe. Hein. Là, les Russes ne sont plus qu'à une centaine de mètres à peine de l'Oskol, donc le point de franchissement est sous leur feu direct et non pas simplement indirect, et donc toutes les troupes qui sont au nord, depuis c'est Sinkivka jusqu'à l'Oskol, eh bien n'ont plus qu'un seul point de passage à la hauteur de Kupiansk pour pouvoir être ravitaillées ou s'évacuer. Voilà, donc là, si elles tentent une évacuation ou un repli, il y aura qu'une zone potentiellement pour le faire, qui sera bien sûr bombardée à satiété. Elle l'est déjà par l'armée russe, autant par l'artillerie que par l'aviation. Et on voit donc que il y a un second groupement, alors qui n'est pas encore menacé d'un encerclement aussi grave au sud, puisque là on compte d'autres points de passage, hein, on en compte encore au moins deux vers l'ouest, mais néanmoins vous voyez les trois flèches qui partent de la zone jaunâtre. Les Russes mènent des attaques pour soutenir déjà l'attaque principale qui a permis de couper ce saillant en deux et d'isoler le groupement ukrainien en deux parties, mais aussi pour repousser de plus en plus les Ukrainiens vers les adosser à l'Oskol et les obliger à choisir. Alors voilà donc la situation, ça a mis beaucoup de temps, hein, les Russes comme d'habitude, c'est pas le terrain pour le terrain, c'est l'attrition de l'effectif ukrainien qui les intéresse en priorité. Mais donc voilà, là, le groupement ukrainien est bien séparé en deux parce que les quelques centaines de mètres à peine qui séparent les forces russes de l'Oskol, c'est une zone de marais impraticable par les véhicules lourds. Il y a peut-être quelques fantassins qui pourraient passer encore de la zone nord à la zone sud dans des conditions très difficiles, hein, puisque vous imaginez bien que tout ça, au niveau des pluies qui commencent à s'abattre sur le secteur, les marais sont bien humides. Donc c'est un point qui n'a pas d'intérêt pour pouvoir transférer des hommes d'une partie à une autre de ce saillant. Ensuite, on va descendre sur Chassov Yar, où là on a encore une actualité qui est très intéressante. On voit que les Russes poursuivent leurs assauts de part et d'autre de la ville. Hein. On avait parlé de la tête de pont qui s'est installée au sud, là où il y a les deux flèches. Mais on voit que les combats depuis Kalinina se poursuivent aussi au nord. Hein, les Russes ont aussi agrandi leur tête de pont dans cette zone. Ils continuent également, c'est la troisième flèche en partant du haut, d'attaquer Chassov Yar frontalement, probablement pour y fixer des défenseurs. Hein. On a certains quartiers à l'est de la ville qui sont tombés entre les mains certains pâtés de maisons qui sont tombés entre les mains des Russes. Et là, au sud, donc par rapport à l'axe d'effort que les Russes semblent avoir pris, on se dit qu'ils vont tenter non pas d'attaquer directement, comme on en parlait il y a quelques jours, de Konstantinivka, qui est donc encadré en bleu ici en bas à gauche, mais qui vont tenter d'attaquer en direction de Mykolaïvka ici pour prendre Chassov Yar dans un encerclement par le sud-sud-est. Voilà, en tout cas, c'est pour le moment l'axe d'attaque des forces russes qui nous laisse entendre que c'est plutôt cette option-là. Peut-être pourront-ils mener deux attaques sur des axes divergents, on verra dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, la situation à Chassov Yar, on l'a dit, hein, il n'y avait pas beaucoup de points de franchissement sur le canal, on vous l'a remis en ligne bleue. Là, les Russes, maintenant qu'ils ont des vraies têtes de pont qui sont installées de part et d'autre de la ville, on voit qu'ils veulent profiter de cet avantage pour mettre une pression très forte sur l'armée ukrainienne, peut-être au point de les encercler dans Chassov Yar si elle refuse de se replier, ou peut-être, encore une fois, je le rappelle, hein, c'est pas ce qui semble se dessiner, mais il pourrait y avoir une attaque directe en direction de Konstantinivka, qui est un centre névralgique à la fois défensif en termes de ligne de défense
coucou Antoine, ou en tout cas bien sûr de logistique pour l'ensemble du secteur ukrainien. Ensuite on passe à Pokrovsk. Alors à Pokrovsk, comme d'habitude, Pokrovsk est tout au nord de la carte, je ne peux pas l'afficher à chaque fois parce que sinon on ne voit pas ce qui se passe au sud correctement, et si je dézoome encore, on va manquer certains détails, mais les trois lignes bleues convergent vers Pokrovsk, ce sont les voies d'approvisionnement de l'armée ukrainienne depuis Pokrovsk dans ce secteur. Celle du milieu, c'est la fameuse voie ferrée qui est désormais coupée depuis un moment par l'armée russe, puisqu'on vous a expliqué que les Russes utilisaient la tranchée entre guillemets ferroviaire pour s'infiltrer dans les positions ukrainiennes. Donc aujourd'hui, on a des combats qui se poursuivent au nord, sur deux axes, par rapport à Selidové, qui est le point principal de résistance de l'armée ukrainienne. Et on voit que les Russes font tout pour encercler Selidové. Par le nord, ils ont presque atteint la ligne turquoise sur votre droite. C'est la route, là, puisque le chemin de fer est coupé, c'est la route la plus directe qui mène à Selidové. Ils n'en sont plus qu'à quelques kilomètres à peine. Et donc là, elle peut déjà être prise sous leur feu, de telle sorte à ce que tout transfert routier vers Selidové ou depuis Selidové se fait de manière extrêmement difficile. Ils ont coupé la voie la voie de chemin de fer, on l'a dit depuis un moment, mais ce faisant, ils ont aussi coupé la route secondaire qui part, donc ici d'Adrivka, vous voyez, qui est encadrée en bas à gauche, puisque c'est de là que peuvent remonter le ravitaillement qui descend depuis c'est Pitchané, là, vous voyez la route qui est à gauche, depuis Pokrovsk, qui descend quasiment plein sud en direction d'Andrivka, et qui ensuite peut remonter parce qu'il n'y a quasiment pas d'axes transversaux ouest-est pour l'armée ukrainienne dans cette zone. Il y a un grand vide au milieu des champs, et donc si on veut passer par la route sur un terrain relativement praticable, eh bien aujourd'hui l'approvisionnement de Selidové se fait par cette route qui est donc la ligne bleue, la ligne turquoise la plus à gauche. Et il faut descendre jusqu'à Andrivka avant de remonter vers Selidové, sauf que là, eh bien, les Russes tiennent encore le terrain. Cela signifie, par voie de conséquence, que les troupes ukrainiennes qui sont dans la poche de Kurakhivka, ici, entre Rernik, Kurakhivka et Vovchenka, sont dans un encerclement logistique. C'est-à-dire que là, on n'a pas de route majeure pour approvisionner ces unités ukrainiennes qui tiennent ce secteur depuis un long moment, depuis plus de 2 mois maintenant, face aux assauts depuis, non peut-être pas 2 mois, 1 mois et demi, depuis les assauts qui viennent de part et d'autre, depuis le nord, pour prendre Rernik, ceux qui se font sur un axe est-ouest pour prendre Kharkivka qui est maintenant tombé, mais pour déboucher depuis cette zone, et puis maintenant, comme on l'a vu il y a déjà plusieurs jours, les Russes ont coupé au sud, là encore, les routes qui passaient par Kharkové et ont lancé l'assaut sur l'agglomération de Kharkové. Donc là, les Ukrainiens qui sont dans la zone entre Rernik, dans la zone entourée en pointillés bleus, au niveau de leur logistique, à part à travers champs, et pour leur évacuation, à part à travers champs, il n'y a plus de route principale, puisque Novosilidivka ici a également été conquis. Donc toutes les routes sont entre les mains des Russes, plus aucune route importante ne peut atteindre Rernik, Kurakhivka ou Vovchenka. Voilà. Donc il aurait peut-être fallu replier ces gens-là plus tôt, parce que les Ukrainiens ont certes engagé des renforts, notamment autour de Selidové, pour desserrer l'étau, ou pour reprendre les quartiers, on en avait parlé, est de Selidové, mais ils n'ont pas assez de moyens pour dégager tout le monde, et d'ailleurs, à l'est de Selidové, les quartiers que les Russes avaient perdus la semaine dernière ont pour partie été reconquis depuis le début de cette semaine. Voilà. Alors on va passer au dernier point sur la carte qui est le sud Donetsk, donc on retrouve Kurakhové ici, dans le rectangle tout en haut de la carte. En turquoise, vous avez les voies d'approvisionnement principales de l'armée ukrainienne dans le secteur. Et donc on l'a dit, il y a des attaques maintenant russes alors qui ont attaqué les faubourgs de Kurakhové.
Et les attaques depuis Konstantinivka, depuis Vodiane et depuis Ougledar se poursuivent en direction Bohoyavlenka, excusez-moi pour la prononciation, qui est un des nœuds de cette logistique secondaire ukrainienne dans la zone. On voit, je vous ai mis une ligne bleue claire pointillée pour montrer que selon les dernières informations qui nous remontent du terrain, on a des fortifications ou des lignes de défense, recoucou Antoine, qui sont en cours d'aménagement dans la zone par l'armée ukrainienne en toute hâte, puisque c'était pas une zone où on avait beaucoup de lignes de défense, de bunkers ou ce genre de choses qui avaient été répertoriées. Donc les Russes, là encore, poursuivent leurs efforts dans cette zone avec, on peut l'imaginer, c'est toujours un axe d'effort secondaire qui permet de disperser les forces ukrainiennes pour pouvoir poursuivre, plus au nord, on vient d'en parler, l'effort principal dans la zone autour de Selidové-Pokrovsk, parce que là, on est sur un nœud gordien de la défense ukrainienne de toute la zone. Voilà ce qu'on peut dire sur le front des opérations en Ukraine ce matin, 24 octobre. Alors maintenant, on va passer rapidement au Proche-Orient. Alors je vous invite, ça fait un peu de teasing pour notre Patreon, à aller sur Patreon voir l'article qu'on a publié hier, qui est une traduction d'un article qui vient de Military Watch, si ma mémoire est bonne, au sujet du pourquoi la riposte israélienne face à l'Iran tarde beaucoup par rapport à ce qu'on nous a annoncé, les grandes déclarations de Netanyahou, etc. Il semblerait, comme on ne cesse de vous le dire, que des gens au Pentagone, n'ayant pas envie de voir cette riposte arriver, ont laissé fuiter des informations vers l'extérieur pour donner un petit peu les composantes qui seraient utilisées, le timing, les cibles, etc. et que ça a contraint les Israéliens à modifier leur plan. Donc si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à notre Patreon. Vous pourrez accéder à cet article avec tous les détails sur ces fuites qui corroborent ce que nous ne cessons de vous dire depuis plusieurs mois, c'est-à-dire qu'au sein du Pentagone, vous avez des gens qui ne sont absolument pas d'accord avec la politique américaine qui est menée dans certains cas pour l'Ukraine, mais dans beaucoup de cas au Proche-Orient, et qui, en prenant des risques, parce qu'en faisant fuiter des informations clés, on risque d'être accusé de trahison. Faut quand même comprendre ce qui vous pend au nez si vous faites ça. Donc c'est très courageux de leur part de faire ce genre de choses. Alors j'imagine que ce sont des gens très compétents et très prudents et qui masquent leurs traces, mais néanmoins ils prennent des risques colossaux en faisant ce genre d'opération et en laissant fuiter des informations aussi stratégiques, avec donc un impact immédiat, c'est-à-dire qu'Israël est obligé de retarder, en tout cas pour le moment, sa riposte contre l'Iran. Alors vous le voyez, on va passer à la situation donc dans Gaza. Dans le nord de la bande de Gaza, on continue d'avoir des raids des unités israéliennes à Jabalia. On a constaté qu'il y avait encore des échanges de tirs et donc des combats. Je l'ai dit, si vous allez là encore sur Patreon, on a publié une vidéo des brigades Al-Qassam d'une embuscade contre les forces israéliennes. Et donc ça continue. On nous dit Sinwar il est mort, ça devrait tout arrêter. Non, comme on ne cesse de le dire, la guerre, ce type de guerre telle qu'elle est menée, c'est la clé d'une régénération permanente de combattants pour le Hamas ou les autres mouvements de résistance palestiniens. C'est tout. Vous tirez sur tout le monde, vous cassez tout, vous détruisez tout, vous bombardez constamment. Ça va créer des vocations. Ça en a déjà probablement créé depuis 1 an. Voilà. On constate également, d'après ce que nous disent les gens de l'ONU, Médecins sans frontières, etc., toutes les ONG, c'est que les frappes dans le nord de la bande de Gaza retardent la campagne de vaccination contre la polio. Je ne sais pas si vous imaginez. Et c'est de là que on revient à l'analyse faite par le Lancet sur les 180 000 morts potentiels, chiffre qui date de l'été. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est probablement à plus. Ce sont les morts indirectes, ou les gens qui vont être handicapés à vie indirectement à cause de la guerre et à cause de ce type de guerre
qui, je le rappelle encore, est tout à fait contraire à l'analyse qu'avait faite Moshe Dayan, probablement un agent palestinien infiltré au sein du gouvernement israélien dans les années 50 et 60, ou même 70, avait faite par rapport à la guerre du Vietnam. Voilà. Alors, dans la partie centrale, on a toujours des frappes autour de Nuseirat, avec là encore des affrontements entre Tsahal et les forces palestiniennes de différents mouvements, parce que vous le savez, il n'y a pas que le Hamas. Ensuite, au sud de la bande de Gaza, là encore, on a eu des frappes israéliennes autour de Rafah, qui ont fait plusieurs morts et plusieurs blessés supplémentaires. Il y a eu des frappes également sur Khan Younis, mais on ne sait pas le bilan de ces frappes en termes de morts civiles ou de blessés. Et puis, comme d'habitude, on a la poursuite des opérations de rafle, d'arrestation des forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie. Pour la journée d'hier, donc 23 octobre, on a eu encore 6 Palestiniens qui ont été arrêtés en toute illégalité par les forces d'occupation israéliennes qui n'ont rien à faire en Cisjordanie. Et on a constaté, on le constate pas souvent, mais que les Palestiniens, en représailles, ont mené une embuscade à Tamoun et qu'on a eu aussi des tirs autour d'un checkpoint à Dothan. Voilà, donc à voir si les Palestiniens continueront d'endurer tout cela avec une résilience qui fait l'admiration de tout homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pogrom, ils n'ont pas attaqué les colons, ils n'ont pas attaqué les colonies pour se venger, ils subissent ça avec énormément de résilience et de courage. Je rappelle qu'on est à plus de 10 000 arrestations depuis plus d'1 an, que tout a commencé, bien évidemment, avant le 7 octobre là-bas. Je parle pas de l'occupation, mais je parle des exactions contre les populations palestiniennes, notamment les paysans qui ont été abattus dans leurs champs, dans leurs oliveraies, en toute impunité par les colons. Et on voit que en filigrane, je le répète, le but de tout ça, c'est de provoquer une réaction des Palestiniens qui soit encore plus violente que celle du 7 octobre, que l'attaque menée par le Hamas, coordonnée par le Hamas avec les autres mouvements de résistance palestiniens, pour pouvoir justifier l'écrasement de la population palestinienne en Cisjordanie. Voilà. Ne l'oublions pas, pour moi c'est ça le plan israélien en menant ce genre d'opération de manière quasiment quotidienne. Alors en ce qui concerne le Liban, la situation est tout aussi catastrophique. Alors vous le voyez sur la carte, on ne relève plus que 3 secteurs d'activité majeurs pour l'armée israélienne au sol. On avait 4 secteurs la semaine dernière et la semaine précédente. Mais là, on voit que les Israéliens ont, semble-t-il, réduit la voilure. Alors, les frappes se poursuivent sur Beyrouth. Quand on a préparé le bulletin hier soir, les bilans étaient déjà absolument catastrophiques. Il y en a eu de nouvelles cette nuit. On nous apprend que l'un des successeurs potentiels de Nasrallah, Hachem Safi Haldin, aurait été tué au cours d'une de ces frappes. Ça n'a pas encore été confirmé. De leur côté, les combattants du Hezbollah tirent des missiles sur le nord d'Israël, ce qui veut dire que leurs capacités militaires n'ont pas été plus diminuées que ça. Et sur le terrain, on voit qu'il y a quelques progrès d'unités israéliennes autour des localités de Merkaba, de Rabat Talatin, de Taïbé, mais ça reste des progrès très limités sur le terrain. On sait que du côté israélien, il y a des soldats israéliens qui ont été blessés, tués dans des combats qui sont très intenses. On parle de destruction. Alors je vais pas donner de chiffres parce que ils sont encore en cours de vérification, mais de plusieurs Merkava qui auraient été à nouveau détruits dans les combats, de chars Merkava. Donc on y reviendra dès qu'on aura des confirmations, bien sûr, sur veille stratégique. Et puis ce qu'il faut souligner, bien évidemment, parce que c'est là que se situe le cœur de la tragédie, c'est que depuis le déclenchement de l'opération israélienne, donc maintenant ça va faire bientôt un mois, le Liban a déjà payé un tribut terrible avec 2546 tués
et bientôt 12 000 blessés, hein, on est à 11 862 blessés. Les raids sont constants. Tsahal demande en permanence l'évacuation de nouveaux villages pour mener des bombardements en toute impunité. Hein, comme d'habitude, vous avez le petit symbole vert avec les bombes blanches dessus qui vous montrent où ont lieu ces bombardements de l'armée de l'air ou de l'artillerie israélienne. Et bien évidemment, pour les civils libanais, c'est une catastrophe totale à laquelle... alors, on a vu au BRICS des déclarations qui ont été faites déjà pour appeler au cessez-le-feu, y compris aussi en Ukraine. Hein, il y a eu des déclarations pour appeler à un règlement pacifique sur la question ukrainienne et aussi sur celle du Proche-Orient. Mais en ce qui concerne les États-Unis et l'Europe, eh bien, tout ça se poursuit dans l'indifférence la plus totale, parce que quand on regarde les journaux télé, bon, ça y est, le Liban, c'est devenu un sujet secondaire, la Palestine, Gaza et la Cisjordanie, un sujet tertiaire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, chers amis. Je vous souhaite donc un très bon week-end. Restez à l'écoute sur tous nos canaux, hein, le blog, Facebook, mon compte X, Tercios del Sol, notre chaîne Telegram, hein, bien évidemment, où des fois nous partageons des informations qu'on n'a pas le temps de traduire, et puis sur Patreon pour tout ce dont on vient de parler et bien d'autres choses encore. Voilà. Un très bon week-end et rendez-vous lundi prochain.